Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo qui est assez longue et qui est un peu particulière. On va faire un peu de pédagogie et en même temps un petit peu de débunkage, ou du moins on va réfuter un certain nombre de critiques qui ont été faites sur le documentaire ADN, Arpenteur du Néolithique, qui suscite une certaine panique dans ce qu'on peut appeler la C12 sphère. Alors la C12 sphère, c'est globalement un ensemble de personnes, dont Alexis Seydoux, qui sont plutôt globalement des adorateurs de Jean-Pierre Adam, et qui font une sorte de zététique, entre guillemets, en archéologie et histoire, et qui défendent bec et ongle une certaine vision de l'histoire. Et j'avais déjà fait des vidéos comme ça de temps en temps, c'est pas ce que je fais le plus souvent, mais ça arrive de temps en temps, et j'avais notamment fait une vidéo pour montrer que Alexis Seydoux avait publié un article frauduleux sur le fonctionnement de Google Earth, où le but était clairement pour lui de tenter de disqualifier toute recherche avec Google Earth, et pour ça il avait menti sur les conclusions d'articles qu'il avait cités, où les auteurs en fait disaient très clairement que Google Earth était précis, que ça fonctionnait bien, et lui il avait dit le strict contraire à partir de ses études, donc il y avait tout un tas de falsifications de sa part, et puis il avait donné des estimations de la précision de Google Earth qui étaient totalement fausses, qu'on a pu vérifier en direct sur Google Earth, et son article était particulièrement malhonnête, et donc j'avais débunké cet article malhonnête. On va également parler de quelques critiques de Cyril Chéniaud, qui est médiateur scientifique du musée de la préhistoire à Carnac, et qui a fait quelques remarques que l'on pourra assez facilement réfuter. Donc, si vous ne l'avez pas vu, le film ADN, Arpenteur du Néolithique, est un reportage qu'on a fait en étudiant des dolmens dans la région de Carnac, dans le Morbihan. Et on a découvert un alignement de 4 dolmens sur 8 km, dont les distances entre les dolmens suivent une suite mathématique et géométrique qui est parfaite. Et donc ça, c'est le cœur de ce documentaire, qui est une découverte nouvelle et majeure, vraiment qui présente un caractère irréfutable, et qui évidemment suscite du remous dans le milieu des gens qui s'intéressent au mégalithisme et à la préhistoire. Sans plus tarder, on va commencer par débunker une vidéo qui a été faite par un YouTuber qui a tenté d'aligner des toilettes publiques dans Paris, des sanisettes, pour essayer de suggérer que c'est facile d'avoir des alignements. Sa vidéo est extrêmement facile à réfuter, c'est truffé de biais, et cette personne est probablement la même personne que celle qui animait la chaîne Passé Recomposé à une époque, et que j'ai notamment débunké à plusieurs reprises pour exactement les mêmes procédures de manipulation avec des biais où ils sélectionnent parfaitement les données pour donner l'illusion que tout est possible par hasard. C'est exactement la même procédure, c'est pour ça que je pense que c'est la même personne. Vous aurez les liens de ces vidéos, je vous invite à les revoir, je les mettrai en description. Voilà. Allez, on est parti. Donc notre petit rigolo a essayé de créer un alignement dans les rues de Paris avec des sadisettes, donc avec des toilettes publiques. Et il est content parce qu'il a réussi à trouver un alignement de 6 sadisettes. Extraordinaire, alors tout fièrement, il montre ça, et puis il passe ça au calcul statistique pour pouvoir montrer qu'il y a une chance sur plus de 3 millions. Eh ben, on va examiner ça déjà pour voir si c'est bien vrai, s'il n'a pas triché sur les paramètres, tels que par exemple le nombre de sadisettes, ou par exemple, est-ce que son alignement est bien crédible? On va regarder ça. Examinons en détail. Premièrement, on remarque que la 5e et 6e sadisette se trouvent dans le même prolongement de la même rue. Donc, le problème, c'est que si vous alignez des choses qui sont dans une même rue, c'est un peu comme si vous alliez des poteaux électriques dans une rue. Forcément, ils sont conditionnés à être dans la rue. Donc, ils vont forcément être alignés. Donc, eh ben, c'est peut-être pas pertinent d'en compter 6. Il faut peut-être en compter que 5, c'est la première chose. Deuxièmement, le nombre de sadisettes. Il en a compté 46, mais en téléchargeant, ce qui n'est pas compliqué, il aurait pu le faire, on le trouve sur Internet très facilement, le fichier KMZ de toutes les sadisettes de Paris. Eh bien, il n'y en a pas 46, déjà dans Paris en tout, il y en a un peu plus de 400, 424 précisément. Dans la zone concernée, il y en a 79, si on compte dans la zone où il aurait mis 6 sadisettes en ligne, et il y en a 57 dans la zone où il y en aurait 5. Et lui, il en a compté 46. Donc, déjà, on va voir ce que ça fait quand on intègre ces paramètres dans le calculateur. Ça fait déjà des petites modifications, vous allez voir, qui sont sacrément significatives.
Bien, voici donc le calculateur qu'on a développé, qui marche très bien, on l'a montré dans une vidéo, on a montré qu'on peut le tester avec des exemples simples et voir qu'effectivement, il est bien capable de donner la probabilité d'avoir tant de points alignés parmi tant d'autres points avec un niveau de précision. Donc ici, lui, il en annonce 6 sur un nombre total de 46 points, sur une longueur de 4108 mètres, ce qui est annoncé sur une bande qui fait 4 mètres de large. Donc quand on fait le calcul, ça donne effectivement une chance sur 3 276 000 et des poussières. Mais, déjà, on a dit qu'il y en avait pas 46, mais 79. Vous pouvez les compter, c'est assez facile. Ce qui déjà modifie pas mal les données. On n'est plus qu'à une chance sur 342 000. Ensuite, il faut savoir qu'il y a peut-être pas 6, mais 5, puisque 2 sont dans la même rue. Lorsqu'on fait ça, on arrive à une chance sur 7864. Comme l'outil est très précis et qu'il fonctionne, eh bien, il est évident que si ces SADIZ se retrouvent comme ça, c'est qu'il n'y a qu'un facteur qui détermine leur position. Et évidemment, le facteur est un facteur d'urbanisme. Pour se défendre, il présente une carte du réseau d'urbanisation, d'évacuation des eaux usées, et puis il dit, voyez bien, à cet endroit-là, il n'y a pas de canalisation qui pourrait déterminer l'emplacement de ces salisettes. Or, évidemment, pour comprendre les règles d'urbanisme, c'est assez complexe, et en fait, on ne trouve pas une carte sur Internet de la totalité des canalisations qui intègrent les égouts, les collecteurs primaires, secondaires, etc. Et tout un système qui est conséquent et qui permet d'évacuer les eaux pluviales, les eaux usées, etc. Mais ce qu'on voit très clairement, c'est que dans Paris, il y a un collecteur qui s'appelle le collecteur Pascal, qui remonte du sud par ici, et qui ensuite prend la direction, là ici, c'est ce que j'ai marqué avec cette espèce de polygone, et qui prend la direction d'un bassin de pompage qui permet de passer sous la Seine pour évacuer ensuite les eaux usées, probablement beaucoup plus à l'est, dans des usines qui se trouvent à l'est, des usines de traitement des eaux usées. Et donc on voit bien que 3 des points ici, là, les salisettes sont quand même quasiment parallèles à ce collecteur et vont en direction de la station de pompage qui se trouve ici. Donc très clairement, dans l'implantation de tous ces petits points avec où il faut récupérer les eaux usées, eh ben en urbanisme, on essaie de faire au plus court, de prendre des trajets qui sont qui évitent de faire des travaux conséquents. Et donc il suffit soit de rejoindre en ligne droite cette station de pompage, soit de venir se raccorder directement sur ce grand collecteur qui existe déjà. Donc ça veut dire qu'en fait ces 3 points-là sont très probablement déterminés par ce bassin de pompage et ce collecteur-là. Donc en fait on peut retirer 1, 2, 3 points. Ça veut dire que ces 3 points-là font partie du même ensemble. Celui-ci, on l'a vu, il est dans la même rue, donc il est négligeable, on peut ne pas le compter, hein, c'est tout simplement dans le même prolongement. Ou on pourrait dire même que cet ensemble-là, c'est un seul et même système. Puisqu'en plus, ici, la circulation des eaux va de ce point-là à celui-ci, et de là, on va de celui-ci jusque-là. Donc en fait, très clairement, ça, c'est un seul et même système qui est déterminé par l'emplacement de la station de pompage et le collecteur qui se trouve ici. Donc en fait, il nous reste 1, 2, 3 systèmes, 3 points en réalité dans cet alignement qu'on peut considérer. Ce qui modifie quand même considérablement les choses. On va le voir ce que ça donne au niveau statistique. Ce qui veut dire qu'on peut en enlever déjà 2 et qu'on passe de 5 à 3. Quand on fait le calcul, ça fait une chance sur 12. Voyez-vous? Et oui, puisque s'il y a une canalisation, ça détermine la position des monuments, et on peut considérer que les salisettes sont en fait toutes issues du même objet. C'est un peu comme si je mesurais les poteaux d'une ligne électrique. Ils sont reliés par un câble en ligne droite, donc forcément, eh bien, on va avoir un alignement. Le bilan, finalement, c'est que les salisettes, on peut pas dire qu'il y a une volonté de les orienter, si ce n'est que ce qui les détermine, c'est la position des canalisations. Mais alors en plus, il y a plus fort. Il y a une erreur majeure, un biais qu'ils n'ont pas du tout vu, c'est que dans la plaine du Morbihan, là où les mégalithes ont été installés, à l'époque où ils ont été implantés, c'est une grande plaine, et il y a quasiment toute la surface qui est disponible à l'implantation des mégalithes. Il n'y a pas d'immense fleuve qui fait 100 mètres de large, il n'y a pas de lac, on n'est pas sur la plage, il n'y a pas de collines, de ravins impraticables. Donc on peut placer les monuments partout. Ce qui n'est pas le cas dans Paris.
dans Paris, il y a des espaces privés, des maisons, des immeubles, il y a des voies, et sur les voies, il y a des routes. On va pas mettre une sanisette sur la route, on va les mettre sur les trottoirs. Et globalement, il ne reste que la surface des trottoirs pour pouvoir implanter les sanisettes. Et encore, pas tous les trottoirs, parce que sur les trottoirs, si vous regardez bien, il y a d'autres objets, il va y avoir des arbres, il va y avoir des places de parking, et il va y avoir des poubelles qui sont placées ici ou là. Donc en fait, l'espace réellement disponible dans Paris, dans la zone concernée, pour réellement implanter ces toilettes publiques, eh bien, est de l'ordre de 10 à 20 fois inférieur à la surface de Paris. La surface de Paris, c'est environ 105 km², et la surface des trottoirs est estimée à 10 km². Et comme tous les trottoirs ne sont pas non plus disponibles à 100%, voilà, si vous avez 5 km² disponibles réellement à l'emplacement de ces toilettes publiques dans Paris, c'est le bout du monde. Ça veut donc dire que le principe de calcul, s'ils avaient lu la notice correctement, ils auraient vu que la méthode de calcul statistique consiste justement à comparer la surface de la bande, la ligne jaune ici, qui est une bande de 4 mètres de large, par rapport à la surface du cercle. Et donc après, quelle est la probabilité que un point tombe sur la bande? La probabilité, elle dépend du rapport qu'il y a entre la ligne, la surface de la ligne, et la surface du cercle. Et comme bien sûr, il y a très peu de place disponible dans le cercle, en réalité, pour corriger ce paramètre, il faudrait modifier la largeur de la bande d'un facteur équivalent à l'espace disponible par rapport au cercle, c'est-à-dire de 10 à 20. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 4 mètres, on devrait avoir 40 mètres ou 80 mètres. Voilà, c'est l'ordre de grandeur qu'il faut à peu près cibler. Donc si on fait ça, ça va changer quand même pas mal la donne. On va aller jeter un petit coup d'œil. Donc si on a nos paramètres, donc on avait dit quand il y avait 4 mètres, 5 points alignés, puisque le 6e ne compte pas, il est sur la même rue. Et donc quand on fait ça, on était en réalité à une chance sur 14 000 d'avoir 5 points alignés parmi 57 sur une distance de 3550 mètres. Mais, évidemment, on a ce problème d'espace disponible, donc imaginons qu'on ait seulement 10% de la surface de la ville qui soit disponible. Donc on fait 4 fois 10, 40. Je fais le calcul, une chance sur 28. Et si c'est un facteur 20, on n'a plus qu'une chance sur 7. Voilà. Bon, je crois que c'est plié, sa démonstration ne tient pas la route. D'une part, il y a des facteurs d'urbanisme liés au réseau hydraulique, et d'autre part, il y a un vrai problème de géographie, d'urbanisme local lié à la place disponible pour implanter les toilettes publiques. Donc forcément, son exemple était totalement bidon et il s'est planté, comme d'habitude, donc c'est pas la première fois. Son objectif, de toute façon, n'est pas d'être dans le vrai. Son objectif est de, de se rassurer et de faire quelque chose de malhonnête au fond. Il le sait très bien que c'est pas un travail rigoureux. Au lieu de choisir des sanisettes qui sont reliées par un système hydraulique, on pourrait choisir des antennes relais téléphoniques d'opérateurs et qui, elles, sont pas conditionnées théoriquement par un système de câbles ou de réseau hydraulique. La seule contrainte qu'il peut y avoir, c'est qu'il faut les mettre dans des lieux généralement publics. C'est rarement dans des domaines privés qu'on installe ce genre d'antenne. Et donc ça met une contrainte forcément, puisque ça va les positionner plutôt dans des espaces publics que sont les rues, par exemple. Mais prenons l'exemple, quand on télécharge une base de données avec 52 antennes d'un opérateur dans le 6e arrondissement, par exemple, sur Google Earth, ça donne ça. Donc on a téléchargé le dossier. Une fois qu'on a téléchargé, on l'ouvre. Et donc ici, on a les positions des différentes antennes relais. Donc dans ce secteur-là, j'ai essayé de chercher des alignements. J'en ai trouvé une de 4 antennes. Mais le gros problème qu'on a, c'est que les points GPS donnés ici correspondent à des adresses de rue, à un numéro. Et en fait, elles sont pas positionnées vraiment là où se trouve l'antenne. C'est-à-dire que par exemple, ici, voyez-vous, le point GPS, il est sur le trottoir. Ici, on a encore un point GPS qui est sur le trottoir, et quand vous allez sur Street View, il n'y a pas d'antenne. Donc en fait, les points GPS qu'on a ici, là, sont extrêmement approximatifs, ok? Extrêmement approximatifs. On n'en a pas un seul qui est bien placé. Ok? Donc forcément, l'antenne, le point le plus près sur ma ligne, c'est 4,50 m ici. Mais là, c'est pareil. Si je regarde bien, sur le toit, il n'y a pas d'antenne. Je vois pas d'antenne à cet endroit-là, il n'y a pas. Ok, donc c'est l'image récente de Google Earth, la plus récente que j'ai. Donc l'antenne, elle est quelque part,
Voilà, on sait pas trop où, on la voit pas, elle est probablement, ça se trouve, elle est quelque part plutôt par ici. Voilà, mais donc du coup, même là, c'est un peu bidon, c'est-à-dire que globalement, nos points GPS, s'ils ont une précision de 10 mètres, c'est le bout du monde, quoi. Donc on va aller voir ce que ça donne. Donc sur cette ligne-là, elle fait 1200 mètres, par exemple. Donc on va les regarder, hop. Donc on en a 4, en tout, dans cette zone-là, on a 25, sur une ligne de 1200 mètres. Et on a au moins 10 mètres d'erreur. Voilà, pour nos points GPS. On fait le calcul, ça fait une chance sur 44, voilà. Bon. En dessous d'une chance sur 100, dans la notice, j'ai marqué que c'était pas significatif. Voilà, qu'il fallait être au-delà d'une chance sur 100 pour que ça commence à devenir significatif. Et après, il faut bien sûr prendre des précautions, voir s'il n'y a pas des facteurs extérieurs qui conditionnent l'emplacement des objets. Est-ce que par exemple, on est dans une vallée, auquel cas il est difficile de se mettre sur les parois rocheuses, par exemple. Est-ce qu'on est, par exemple, sur, je sais pas moi, sur un bras au milieu de la rivière où il y a une portion, une petite île sur la rivière, donc forcément nos points vont être alignés par rapport à la rivière. Voilà, il y a des paramètres comme ça dont il faut tenir compte. Donc voilà. Donc voilà, si vraiment vous voulez être rigoureux, il faudrait faire des expériences comme ça. Mais je peux vous dire que c'est déjà des choses que j'ai fait, et je sais très bien que l'alignement des dolmens qu'on a, il est extrêmement pertinent et il est pas réfutable. Et alors, en plus, comme le gars, je pense qu'il se doute qu'il va être débunké sur son histoire des sanisettes à Paris, et du coup, il a sorti un petit post où il a aligné 3 bricots dépôts. Alors, il est tout content parce qu'il a aligné 3 bricots dépôts avec des proportions qui sont celles du nombre d'or. Alors, j'ai vérifié, effectivement, c'est assez exact. Par contre, il a négligé un paramètre majeur, qui est que pour implanter des bricots dépôts, il faut des grandes villes. Ben oui, on les met pas dans un petit village, les bricots dépôts. Donc les bricots dépôts, ben il aurait pu prendre des McDo, des Carrefour, des Darty, tous les magasins qu'on trouve dans les grandes villes. Donc sur la grande ville, du coup, ben il faut choisir qu'est-ce qui va mieux correspondre. Mais du coup, le miracle ici, c'est pas d'avoir des bricots dépôts qui sont en ligne, c'est d'avoir 3 grandes villes qui sont sur une ligne. Mais ça, est-ce que c'est un coup de peau? Eh bien la réponse est non. Parce que les Gaulois, voyez-vous, il y a un universitaire qui a publié un article, et ils sont plusieurs à faire ça, des historiens, qui ont publié, donc ici c'est Yves Vadé, à l'université Michel de Montaigne, Bordeaux, a publié un article qui s'appelle Éléments de géodésie gauloise. Et il faut savoir que toutes nos grandes villes, eh bien, remontent à peu près à l'époque gauloise, globalement. C'est le cas, par exemple, dans ma région de Clermont-Ferrand, qui était occupée par les Gaulois. Et dans la région de Clermont-Ferrand, l'archéologue qui bosse sur le site majeur de Coran, Gergovie, etc., qui est Mathieu Pou, eh bien lui, il a détecté qu'on a implanté les sites majeurs suivant des alignements. Voilà, il le dit dans ses publications. Et ici, dans cet article de Yves Vadé, lui, il explique comment, à grande échelle en France, les Gaulois ont implanté des villes. Et donc, il vous montre des schémas, ici, vous avez des schémas avec des alignements de villes, mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'en fait, c'est non seulement des schémas en ligne, mais aussi des formes géométriques en respectant des angles, des distances. Voyez-vous ce qu'ils arrivent à faire? Donc c'est pas un article que j'ai écrit, hein, c'est écrit par un universitaire qui a bossé sur l'implantation d'anciennes cités gauloises. Voilà. Donc ce qui peut tout simplement expliquer cette curiosité, eh ben c'est tout simplement l'implantation de ces villes déterminées à une époque ancienne par des druides, et peut-être même qu'ils ont choisi volontairement qu'il y ait un rapport du nombre d'or. Voilà. Donc voilà, bref, encore une fois, notre petit rigolo essaye de faire tout ce qu'il peut. Malheureusement, il réfléchit jamais très très loin, et son objectif n'est pas ça. Son objectif, c'est de trouver des exemples qui serviraient à décrédibiliser. Et à chaque fois qu'on creuse, on s'aperçoit que ces exemples sont bidons, et ici c'est le cas encore, puisque dans les secteurs qu'il a choisis, il y a très peu de grandes villes. Donc potentiellement, on peut pas les mettre ailleurs, les bricots dépôts. Voilà, donc l'auteur de cette vidéo a, je pense, volontairement biaisé sa démonstration. Son objectif est simplement de tromper son auditoire et aussi de se rassurer. Et il fallait être, je dirais, un petit peu naïf pour croire que c'était aussi simple. Et évidemment, il faut faire preuve de discernement quand vous voyez quelque chose, essayer de voir si ça tient la route ou pas. Et là, en l'occurrence, c'est évident que ça pouvait pas tenir la route, sa démonstration. Mais il y a d'autres choses qu'on peut aller voir dans sa vidéo, et on va passer à une deuxième étape, qui consiste à analyser un petit peu ce qu'il a essayé de faire à partir des mesures, de la métrologie,
Et voilà, c'est intéressant aussi de voir aussi quelques biais et ça fait aussi un peu de pédagogie justement sur la notion de précision. Alors pour continuer de débunker un petit peu l'auteur de cette vidéo, il tente de faire comme on a fait dans le film ADN, c'est-à-dire nous on a compris que la mesure de 7817 mètres, si elle est le périmètre d'un cercle, correspond à un diamètre de 3000 milliards mégalithiques. Et lui, il tente de faire la même chose avec, en gros, il tomberait sur un diamètre de 2500 côté royal. Mais, attention, la précision qu'il donne n'est pas excellente. Et ça, il l'indique pas. Et c'est important parce que si sa distance, elle est bien exacte, effectivement, j'ai vérifié, ça mesure de la partie la plus à l'est à la partie la plus à l'est, c'est bien ça. Par contre, la précision qu'il donne est de l'ordre de 99,9%, ce qui peut paraître extraordinaire. Mais en réalité, ça ne l'est pas. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous faire une simulation, vous allez comprendre en quoi ce n'est pas pertinent. Petit préambule pour bien avoir les bases et pour bien comprendre tout ce qui va suivre. C'est quoi la p-value? Eh bien, p-value, c'est une valeur de probabilité critique qui permet de déterminer si une relation observée ou corrélation est significative ou pas. Ceci est très utilisé en sciences, et dans la littérature scientifique, on lit parfois p-value 0,02 inférieur à 0,05. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, lorsque la valeur est supérieure à 0,05, cela est considéré comme non significatif. Lorsque la valeur est inférieure à 0,05, cela est considéré comme assez significatif. Et lorsqu'elle est même inférieure à 0,01, cela est très significatif. Comment ça se calcule? Alors, on va prendre un exemple. Imaginons que je vous présente un groupe de 100 personnes. Et dans ces 100 personnes que j'ai pris au hasard, il y en a 10 qui mesurent plus de 2 mètres. Est-ce que vous allez me croire? Est-ce que vous allez croire que j'ai vraiment pris ces personnes au hasard? Avoir 10% de personnes de plus de 2 mètres au hasard, ça me paraît peu probable. Eh bien, pour ça, il y a des méthodes statistiques qui permettent de faire des simulations en allant prendre, par exemple, ailleurs, 1000, 10 000 ou 100 000 personnes, et en regardant combien il y a de personnes de plus de 2 mètres, il y a des outils de comparaison qui permettent de dire que bah non, j'ai probablement triché. Puisque la p-value, pour mon exemple, elle est de l'ordre de 0, 10 puissance moins 14, à peu près. Donc là, c'est vraiment carrément hyper significatif que j'ai triché. On peut dire sans l'ombre d'un doute que j'ai volontairement choisi 10 personnes au hasard de plus de 2 mètres. Ça se représente par une courbe de Gauss que voici. Et donc, ici, vous avez effectivement les valeurs extrêmes de la courbe de Gauss. C'est là où il y a le moins de monde. Et donc, théoriquement, des gens de plus de 2 mètres, il y en a très très peu. Ils se trouvent quelque part par là. Donc, que j'ai réussi à en trouver 10%, c'est quasiment impossible. Et donc, la valeur 0,05, par exemple, est ici. Et la valeur 0,01 est ici, encore plus loin. Et quand vous êtes dans cette zone-là, eh bien, les valeurs que vous observez, il y a très peu de chances qu'elles se produisent par hasard. Bien, je vous présente donc un petit outil qui permet de faire une randomisation avec plein de simulations aléatoires. Le principe est simple. Je mets 10 nombres, théoriquement aléatoires, et ensuite, avec ces nombres, on va les multiplier, les diviser, et on va essayer de faire toutes les combinaisons possibles pour tomber sur des nombres qu'on a prédéterminés, comme par exemple le nombre pi, le nombre d'or, la racine carrée de 2, de 3, 5, et ainsi de suite jusqu'à 10. Bref, une base de nombres irrationnels. Et donc, on va tester l'outil, mais en fait, il faut savoir que j'ai un peu triché. J'ai volontairement intégré des nombres permettant de créer racine de 2 et le nombre pi. En effet, ici, il y a 140. Si je le divise par 99, ça donne une très bonne approximation du nombre racine de 2. Ensuite, j'ai mis 22 et 7, qui donnent une très bonne approximation du nombre pi. Donc, il est évident que comme j'ai triché, on va pouvoir détecter que ces nombres n'ont pas été mis là par hasard. Alors pour le faire, on va mettre une précision très élevée de 99,95%, et on va lancer une simulation avec 10 000 échantillons aléatoires et on va comparer avec la réalité. Donc quand j'ai fait ça, je viens de le faire à l'instant, le résultat nous donne, j'ai effectivement mes deux mesures qui apparaissent ici, mon 22 par 7 et mon 140-199, mais attention, il nous donne une valeur de probabilité critique ici qui est de 0,02, c'est donc significatif, ça veut dire que de toute évidence, ces nombres ont été intégrés volontairement, c'est ce que ça veut dire. Mais si je réduis la précision par exemple à 99,9%, que se passe-t-il?
On trouve toujours nos deux valeurs, mais la valeur de probabilité critique n'est plus atteinte. On est à 0,07, ce qui est une valeur supérieure à 0,05, qui est généralement un seuil minimum qu'on utilise en science pour considérer qu'une relation est significative. Vous avez vu? Ça tient à rien. Alors évidemment, je peux élargir la précision et je vais trouver plein de choses. Quand je fais ça, je trouve 3 valeurs. Mais c'est pas du tout significatif. Je peux élargir encore. J'en trouve 4. Et c'est toujours pas significatif. En fait, 99,9% de précision n'est pas toujours comparable avec une précision supérieure. Et donc l'auteur nous présente quelque chose qui n'est pas très précis, vous l'avez compris. Donc il peut réussir à trouver, bon an, mal an, quelque chose qui va pouvoir le conforter. Voilà. Ensuite, il tente péniblement de trouver une relation avec la Lune, et comme il n'y arrive pas, il est obligé de prendre une distance entre deux points. On joue un peu avec la distance, parce que cette fois-ci, on n'a pas vraiment 546 mètres. On a ou 544 de centre à centre, ou 547,5 des parties les plus extrêmes. Et puis, il lui faut un nombre multiplicateur, du coup, il utilise 20 cette fois-ci, parce que, voilà, il faut que ça marche. Donc, ça commence à être très alambiqué. Et pareil, la précision, elle est pas bonne, elle est de 99,8%. Et comme vous venez de le voir, quand on perd en précision, on perd totalement en crédibilité. Si vous voulez, on peut faire un test amusant. On va comparer notre alignement des 4 dolmens, puisqu'avec 4 dolmens, en fait, on peut créer 6 combinaisons de distance. Voilà. Avec ces 4 points, quand vous mesurez les distances de l'un à l'autre, vous avez 6 mesures possibles. Et donc, on a vu dans le reportage que la combinaison de ces mesures nous délivre des rapports qui sont des rapports des racines carrées. La racine carrée de 10. Et on a un rapport de 1 à 10 entre la première distance et la distance totale. Et donc, on va comparer, si vous voulez, ça avec son alignement à lui de 6 Sanisette dans les rues de Paris. Et on va voir ce que ça donne. Avant, on va faire un petit rappel. Vous connaissez tous le jeu des chiffres et des lettres? En fait, on ne fait pas ce qu'on veut avec les nombres. Et voici un exemple. Je vous donne deux nombres, 33 et 7. Et avec ça, je vous demande d'essayer d'obtenir le nombre d'or avec une précision de 99%. En utilisant ces nombres qu'une seule fois, vous pouvez diviser, multiplier, additionner ou soustraire. Ce n'est pas possible, vous ne trouverez pas le nombre d'or. Par contre, si je vous donne les nombres 33, 7, 12, 9 et 17, eh bien là, on peut construire une approximation de nombre d'or avec l'opération suivante. 33 divisé par 7 divisé par 17 plus 12 divisé par 9 égale 1,61. C'est une approximation de nombre d'or avec une précision de 1%. Ça, c'est possible parce qu'en fait, lorsque vous n'avez que deux nombres, je ne peux créer que 8 chiffres. Lorsque j'en ai 5, je peux en créer 30 720. Vous comprenez donc qu'on a un levier très différent, puisque j'ai 30 000 nombres disponibles pour trouver une approximation du nombre d'or. Et ça, c'est important d'avoir ça en tête, c'est que les nombres que l'on a à sa disposition permettent ou pas de créer plein de combinaisons. Et ça, on peut le tester ensuite de manière statistique et scientifique, avec le fameux calcul de probabilité critique que l'on vient de voir. Bien, on va voir si avec 4 dolmens alignés, on trouve des rapports entre ces distances qui sont aussi faciles à trouver avec les Sanisette dans Paris. Donc ici, j'ai les distances, toutes les combinaisons de distances possibles qu'il y a entre mes 4 dolmens. J'en ai 4, donc en fait, ça fait potentiellement 6 mesures possibles. Et donc ici, je vais chercher, voir si entre ces nombres, il y a des relations au nombre entier, pour les nombres de 2 à 10, et pour les racines carrées de 2 jusqu'à 10. Donc on a racine de 2, racine de 3, racine de 5, jusqu'à 10. Donc c'est pas des nombres, je dirais, qu'on a choisis, ok, c'est de 1 à 10. Donc des rapports simples, et si c'est pas des rapports simples, ce sont les nombres irrationnels, les racines carrées de ces nombres. Donc on a mis tout ça de 1 à 10, et donc on va chercher si par exemple avec une précision de 99%, on va mettre 99,9% par exemple, de précision, on va faire 10 000 simulations aléatoires, et on va comparer la réalité des 4 dolmens avec le hasard. On fait le calcul. Il indique ici une valeur de probabilité critique qu'on appelle aussi p-value 0,0001. Et donc on est très très largement significatif évidemment. Et même si je baissais la précision, je reste significatif. Regardez, je descends encore la précision même à 0,5%.
on est encore significatif. Pour ne plus être significatif, il faut descendre en dessous de 99%, tellement il y a de relations possibles entre ces mesures. Ok? Même là, je suis encore significatif. Maintenant, si je prends le jeu de valeurs qu'il y a entre les 6 anisettes qui ont été identifiés par un internaute dans Paris comme étant alignés, j'ai les distances ici. Donc pour les distances, comment je les ai obtenues? Je les ai extraits à partir d'un fichier ici. Donc en fait, c'est un fichier KMZ que je prends et on extrait les distances par calcul avec la formule de Vicenti, qui est la formule utilisée dans Google Earth pour calculer les distances. Donc voici ces distances. On les a arrondies au décimètre près, hein, on a l'impression d'être plus précis. Et donc on les a copiées ici. Et donc comme on a 15 valeurs, on modifie le nombre de nombres, un peu comme dans des chiffres et des lettres, vous savez. Si vous avez 2 chiffres et qu'on vous demande de faire un certain nombre, ça va être difficile, mais si vous en avez 15, ça va être beaucoup plus facile. Donc on va faire 10 000 simulations aléatoires, précision 99,9%. On regarde combien de relations on peut trouver. Il en trouve 2. Et c'est pas du tout significatif. P-value 0,3. Bon, on réduit la précision si vous voulez. Il en trouve plus, mais c'est toujours pas significatif. Voilà, ici pareil, toujours pas significatif. Voilà, donc très clairement, voilà, ça montre très clairement que, en fait, on trouve pas ce qu'on veut avec les nombres. Vous auriez voulu voir ce que ça fait avec la grande pyramide? Alors, on fait un test. Ici, j'ai rentré les dimensions qui déterminent la pyramide. Donc là, c'est la demi-base, la hauteur, du coup, ça détermine la pente, puis la largeur, le demi-périmètre, le périmètre. J'ai mis ensuite la longueur de l'apotène et la longueur des arêtes. Ce qui fait donc 7 valeurs possibles. Et puis, on va voir si entre ces 7 valeurs, on peut créer une combinaison qui permet d'obtenir le nombre pi ou le nombre d'or. On va régler une précision à 99,95% par exemple, et on va générer 1 million de pyramides aléatoires pour voir ce qu'il se passe. Voilà, donc je l'ai fait. Eh bien, le résultat est que nous avons bien trouvé un rapport qui vaut une approximation du nombre pi et un rapport qui vaut une approximation du nombre d'or. Dans les simulations aléatoires, cela ne s'est produit que quasiment pas, voyez-vous. Moyenne des rapports détectés avec nombre aléatoire, 0,02. La valeur atteinte en p-value, qu'on appelle probabilité critique, est 0,00028. Voilà. C'est rigolo, hein? Alors, pour le plus grand monument au monde, franchement, c'est quand même, enfin, de l'Antiquité, c'est quand même assez important. Ok? Donc on ne trouve pas ce qu'on veut avec les nombres. Alors je vois d'ici venir les petits rigolos qui vont dire « Ouais, mais pourquoi tu cherches le nombre pi, le nombre d'or ?» Bien, j'ai posé la question comme ça pour rigoler assez naïvement à ChatGPT. Je lui ai dit « Pouvez-vous me donner 2 nombres qui présentent une sorte de caractère d'universalité ?» J'ai même pas dit des nombres irrationnels, hein. Qu'est-ce qu'il me propose? Le nombre d'or et le nombre pi. Ça s'invente pas. Pour finir, l'auteur de cette vidéo canular a trouvé une distance qui fait environ 12 000 pieds romains, 3560 mètres. Et donc il est tout content parce que cela suggérerait, selon lui, que l'on peut trouver tout ce qu'on veut dans les nombres. Mais il a négligé un paramètre majeur. C'est que dans Paris, les sanisettes sont pas posées tout à fait au hasard. Les distances qui les séparent les unes des autres sont telles que justement on n'a pas à courir 3 km pour aller à la suivante, ni en mettre 10 dans un rayon de 100 mètres. De fait, toutes ces sanisettes sont réparties de manière à ce que la distance moyenne entre les sanisettes est environ 350 mètres. L'essentiel des sanisettes se trouve dans cette fourchette de 350 mètres, plus ou moins 20 ou 30 mètres. Or, la mesure qu'il donne ici, 12 000 pieds, en fait, c'est 10 fois 350 mètres en gros. C'est-à-dire que on va retrouver nécessairement, très facilement, des multiples de 1200 pieds romains, puisque la distance moyenne qui les sépare est environ 350 mètres sur l'ensemble des sanisettes du secteur. Et ça introduit un biais évident qui fait que les mesures vont être cernées dans une zone assez limitée, puisque l'essentiel des monuments vont se retrouver à des distances de quelques centaines de mètres, et en l'occurrence ici, pas de peau pour lui, ça tombe à peu près sur la valeur de 1200 pieds romains. Donc vous l'avez compris, quand on analyse tout le travail qui a été fait par ce gars-là,
on voit bien que comme ils s'autorisent beaucoup de mesures et qu'ils s'autorisent de créer d'autres points pour prendre ces mesures, en partant par exemple du milieu de la ligne pour aller à un autre point, eh bien en fait ils s'autorisent des combinaisons qui sont très nombreuses et qui finissent par par décrédibiliser son travail lorsqu'on le passe à la moulinette statistique et probabiliste. Et c'est vrai que c'est très difficile en métrologie, lorsqu'on se penche comme ça sur l'architecture des anciennes civilisations, de effectivement ne pas se planter. Hein. Ça demande de l'expérience, ça demande un petit peu de prendre du recul, d'utiliser quelques outils de statistiques, voilà. Si je peux vous donner un conseil, ce qui est très important, c'est d'avoir une haute exigence de précision. C'est-à-dire que si vous travaillez sur de l'architecture et que vous avez des cotations qui sont pas précises, eh ben c'est pas possible de travailler. Il faut travailler avec une précision qui est vraiment extrême. Et dans vos relations, ce que vous découvrez doit aussi être très précis. Donc ça, c'est vrai que c'est une première chose qui permet vraiment de vous garantir une certaine crédibilité. Et après, si vous le pouvez, quand c'est faisable, vous pouvez le passer avec des filtres statistiques comme j'ai fait ici. Donc cet outil-là, je le mettrai en ligne prochainement. Je fais une parenthèse à propos de la notion de précision. Dans un travail de métrologie ou de déduction de la géométrie, de ce que nous faisons, hein, les gens qui s'intéressent, qui nous intéressons, je dirais à la géométrie, l'architecture des monuments antiques. La précision peut parfois être acceptable lorsqu'on est en dessous de 99,9%. Par exemple, on peut descendre jusqu'à 99,7%. Il y a déjà des exemples où c'est pertinent. Simplement, à chaque fois qu'on traite un cas, il faut essayer de raisonner en fonction du cas. Est-ce que dans ce cas-là, une précision basse est acceptable? Alors, pour prendre l'exemple des salisettes, c'est des monuments, enfin, c'est des petites cabines dont les dimensions sont parfaitement déterminées, c'est très géométrique, et en déterminer le centre est assez simple. Donc, on peut mesurer une distance de l'une à l'autre avec une marge de précision, une marge d'erreur qui est absolument faible, quoi, qui est très très faible. En revanche, quand vous mesurez des distances entre des dolmens, il n'y en a pas un seul de taille identique. Ils sont parfois incomplets, ils ont des formes très différentes, et le centre géométrique est très compliqué à déterminer. Ok, donc du coup, dans ce cas-là, eh bien, on est obligé un petit peu d'intégrer la taille du monument. Donc quand on fait une série de mesures, et qu'on va avoir par exemple 1500 mesures réalisées entre différents monuments, eh bien, l'incertitude de mesure va correspondre quand même à la taille du monument, et c'est ce qui fait qu'on peut avoir des précisions inférieures. Et pour que du coup ce soit pertinent, il faut que l'on ait trouvé un très grand nombre de corrélations pour qu'elles soient jugées significatives d'un point de vue statistique avec une précision plus faible. Je vous montrerai certainement un exemple dans cette vidéo, mais j'ai travaillé sur les mesures qu'il y a entre tous les dolmens du secteur. Et évidemment, quand on mesure d'un point à un autre, on ne peut pas avoir une précision parfaite, puisqu'on peut prendre le monument dans sa globalité. Et du coup, ça fait qu'on va avoir une marge d'erreur qui est plus importante, mais on peut réussir à déduire si c'est pertinent ou pas d'un point de vue statistique à partir des nombres, et donc on fera une simulation, si vous voulez, tout à l'heure. Je dis ça parce que je sais très bien que les petits rigolos, comme les gens qui ont fait ces vidéos, vont aller chercher des exemples où j'ai mis parfois une précision plus faible. Voilà. Et simplement, il faut toujours tenir compte du contexte. Et dans le contexte qu'on a là, eh bien, si on peut tester d'un point de vue statistique, on voit bien que dans son travail qu'il a fait sur les sanisettes, la précision qu'il choisit est trop basse pour que toutes les corrélations qu'il met en évidence soient significatives. Mais faut pas croire qu'on trouve des relations facilement comme ça. Ok, moi la plupart du temps, je prends beaucoup de temps pour vérifier et j'ai utilisé ce genre d'outils, notamment pour analyser les chambres de bar à bar. Donc on va passer à autre chose maintenant. On va revenir sur d'autres critiques qui ont été faites et qui sont assez faciles à réfuter. Allez, c'est parti pour la deuxième partie. Oh non, c'est trop pas possible parce que c'est pas des dolmens, il y a des cystes. Évidemment, comme ils sont en grande difficulté pour réfuter l'alignement, ils sont obligés d'essayer d'ergoter à la marge en se disant que c'est peut-être pas des dolmens. Que peut-être il y en a un c'est un dolmen, mais ensuite les deux suivants c'est plutôt des cystes. Autrement dit, un autre type de dolmen. Et puis le dernier c'est une allée couverte. Encore un autre type de dolmen. Donc du coup, pour eux, ça serait pas comparable. Mais ça, pour moi, ça s'appelle ergoter à la marge.
C'est un petit peu comme si on devait considérer qu'une chapelle, une église, une basilique, une abbatiale n'avaient aucun rapport. Ok? Une chapelle, une abbatiale, une basilique, une église, tout ça sont des monuments de même culture dont la destination est globalement la même. Et il en est exactement la même chose avec ces monuments. Il me semble quand même que ces gens-là nous disent toujours qu'il s'agit de monuments funéraires. Alors, si vous voulez, considérez que c'est ça le point commun. Après, qu'elle soit ronde, rectangulaire, longue, trapue, peu importe. La destination et l'objectif, d'après les archéologues, d'après les historiens, est la même. Donc ces éléments sont tout à fait possibles à mettre en corrélation. Et je vais vous montrer quelque chose dans un bouquin qui est intéressant. Voici donc le livre dont je voulais vous parler. C'est un livre qui a été écrit par Philippe Gouezin, qui est donc un archéologue, qui a publié en 2017 une thèse de plus de 1000 pages sur les monuments du Morbihan, qu'il a décrit, et il a fait un inventaire de tous les monuments mégalithiques du département du Morbihan. Et donc il a fait un livre aussi qui est sorti en 2022, qui fait plus de 500 pages, que j'ai la chance de posséder, et dans lequel on trouve bien sûr les coordonnées GPS de tous les points, de tous les mégalithes. Et dans ce livre, par exemple, vous pouvez trouver différents classements. Ici, il a classé les dolmens en 2 catégories, et il indique les monuments présents et les monuments disparus, par exemple, ici, pour les catégories des dolmens trapus et des dolmens allongés. Donc voilà, c'est un livre qui, à mon avis, fait référence. Là, évidemment, il n'a pas été écrit par l'équipe de Serge Cassen ou Cyril Chéniaud, par exemple. Il a été écrit par une autre personne, donc ça les embête peut-être, mais il n'empêche que c'est un livre incontournable à propos de ces monuments. Ici, on voit comment il a classé les monuments, et il a classé tous ces monuments en espaces de sépulture. Et tous sont des dolmens. Simplement, il a dit il y a des dolmens trapus, des dolmens allongés. Et dans ces 2 catégories, il y a des dolmens avec des couloirs, d'autres sans couloirs, d'autres avec couloirs désaxés, d'autres avec 2 chambres, etc., etc. Ok? Mais vous voyez bien, en fait, ce sont des dolmens pour lui. Voilà. Donc je pense que voilà, on peut pas ergoter et dire ouais, c'est pas le même type de dolmen. Ça n'a strictement aucune importance. Il n'y a pas beaucoup d'églises qui sont identiques, il n'y a pas beaucoup de chapelles identiques, etc. À chaque monument, son style et ses propriétés architecturales diverses. Et à la fin, on trouve l'inventaire de tous les monuments par commune, avec les coordonnées GPS en Lambert 2. Et puis par exemple, pour le Manet-Rumor, qui est le Manet-Hermort en réalité, c'est bien indiqué dolmen. Sur les 4 dolmens qui composaient cet ensemble, 2 ont été détruits, et le 4e est introuvable. Il ne reste donc plus qu'un seul, et c'est celui qu'on voit dans le film, le dolmen du Manet-Hermort. Quant au 6, voici à quoi ça ressemble, en théorie, quand on va sur Wikipédia. Alors moi, j'ai pas vu de monument comme ça. Ça, pour moi, c'est plutôt un dolmen, par exemple. Et ça, écoutez, si ça c'est une ciste, ça n'a aucun rapport avec le dolmen. Très clairement. Effectivement. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette tentative de classification, je dirais, d'archéologie descriptive poussée à l'excès, qui en fait ne sert pas à grand chose, qui n'apporte rien, qui n'apporte pas de compréhension globale, qui ne permet pas d'élever réellement la compréhension qu'on a du sujet. C'est de l'archéologie descriptive, c'est du gargarisme intellectuel si vous préférez. Oh là, j'avais presque oublié de vous montrer ça. Lorsqu'on va sur la plateforme ouverte du patrimoine, qui est voilà un site officiel du ministère de la Culture, vous pouvez faire une recherche par département, par type de monument. Donc j'ai fait une recherche dans le Morbihan et j'ai mis les cystes. Et il m'en a sorti combien? Une. Et c'est pas celle du Manet-Hermort. Ok, il m'a sorti 158 dolmens à découverte et 6 confondus. Je crois qu'il y a 143 dolmens, une vingtaine d'allées couvertes et une seule cyste dans tout le Morbihan sur cette base-là. Ok? Donc honnêtement, bon, les cystes, c'est pas tellement un truc très très reconnu, quoi. C'est vraiment un truc de hyper spécialistes qui sont dans de l'archéologie descriptive poussée à l'excès. Alors, reprenons le commentaire de Cyril Chéniaud, qui, je le rappelle, est médiateur scientifique à Carnac. Hein. Donc, quand même quelqu'un qui est censé pouvoir faire, si vous voulez, de la médiation, autrement dit, faire le pont entre les scientifiques et, par exemple, le public.
Il écrit des choses du style que comme les monuments, d'après leurs estimations de date, pourraient être séparés de plusieurs générations. Il estime à 2300 ans l'écart maximum qu'il pourrait y avoir entre le premier monument et le dernier. En réalité, alors déjà, première chose, il en sait rien, parce que de ces 4 monuments, on n'a pas de datation au carbone 14 sur aucun des 4. Donc, affirmer que ces monuments sont distants de 2300 ans, on n'en est pas sûr. C'est possible, mais en réalité, ça ne change strictement rien. Parce que, dans toute l'histoire de l'humanité, les humains construisent et reconstruisent en fonction de l'existant. Les exemples sont très nombreux. J'en ai fait une vidéo une fois pour rigoler. J'ai montré que le grand musée, tout nouveau musée du Caire, en Égypte, il a un toit avec des lignes orientées sur les 3 pyramides du plateau de Gizeh. Et ce truc-là, c'est quand même des monuments séparés de 5000 ans et de cultures totalement différentes. Et intentionnellement, l'architecte a choisi d'orienter son musée sur les 3 pyramides du plateau de Gizeh. C'est un exemple rigolo. Des exemples comme ça, en fait, il y en a plein. Vous prenez le grand axe majeur de Paris, où vous retrouvez des monuments qui sont séparés de 4 siècles. Vous avez les Tuileries, vous avez l'Arche de la Défense, vous avez le l'Arc de Triomphe. Enfin, vous voyez bien qu'il y a des alignements qui sont effectués dans l'urbanisme, dans le paysage, sur des grandes échelles de temps, avec des cultures totalement différentes. On peut aussi citer même des bornes romaines qui sont aujourd'hui associées à des bornes modernes. On trouve ça un peu partout, en Italie, en France, en Espagne. Et les exemples comme ça pourraient être multipliés à l'infini. Ok, les humains peuvent construire en fonction de l'existant. Et il est évident qu'à Karnak, l'occupation a duré très longtemps, et pendant très longtemps, il y a eu une volonté de poursuivre un schéma, peut-être une idée de départ, qui s'est développée au fil du temps, améliorée, des arrangements, mais ça pose strictement aucun problème l'histoire de la chronologie. Ok, c'est juste un problème dans la tête des archéologues qui n'arrivent pas à envisager qu'il y a une continuité culturelle, intellectuelle, scientifique aussi longue. Eh ben oui, parce que nous, à l'époque moderne, on n'en est pas capable. Si on regarde notre histoire récente, eh bien, notre continuité culturelle et scientifique leur semble courte. Mais en réalité, c'était pas le cas à l'époque de l'Antiquité. Hein. L'Égypte, ça a duré 3000 ans. L'époque des mégalithes en Bretagne, ça s'est étalé sur peut-être 3000 ans. Et on voit bien qu'il y a un dessin commun. Même les alignements de Karnak se sont pas faits en une génération. Donc, et les gars, ils ont continué l'alignement. Donc cet argument-là, c'est pareil, il n'est pas recevable. On va arriver à une autre partie dans les commentaires de Cyril Chéniaud. Il a posté un commentaire en expliquant que globalement, dans la zone en question que j'ai étudiée, il n'y avait pas une quarantaine de dolmens, mais au moins 5 fois plus, quoi. Et donc moi, je sais combien il y en a. Hein, et donc dans son commentaire, en plus, il est assez loufoque. On est limite la cour d'école parce qu'en gros, il dit des trucs du style que... Enfin bon, je vous laisse lire. Vraiment, on voit bien que ça vole pas très haut pour un médiateur scientifique. Je suis assez surpris. Mais quand même, j'ai posé la question. J'ai posté un post en disant il paraît qu'il y aurait plus de dolmens. Donc si vous avez une carte, il faut la fournir. Et moi, j'ai fourni quelques bases de données que j'ai utilisées. Et j'attends toujours la réponse. Personne ne me la donne. Et pas simplement parce qu'elle n'existe pas. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a vraiment comme données avec les dolmens existants, ruinés ou détruits. Et vous allez voir qu'on n'en a pas 5 fois plus. Donc, voici une carte que j'ai reconstituée à partir de plusieurs bases de données. Et oui, il a fallu en utiliser plusieurs. La plus complète est celle de Philippe Gouezin, c'est certain. Mais parfois, certaines coordonnées GPS données dans son inventaire sont pas très précises et j'ai dû donc utiliser d'autres bases de données et parfois corriger quelques points GPS qui n'étaient pas justes, hein, qui tombaient à 10 mètres à côté, on pouvait le vérifier sur Google Earth. Et donc dans cette base de données, qui comporte les dolmens du secteur, donc le cercle et ce qui concerne notre zone avec l'alignement, eh bien, vous avez des couleurs différentes. Tous les points jaunes, les punaises jaunes, sont des points concernant des dolmens détruits qui n'existent plus. Leur position est connue de manière approximative par des descriptions dans des textes.
Leurs positions n'ont pas été mesurées avec des GPS ou les coordonnées n'ont pas été archivées. Donc ce sont des descriptions qui indiquent, voilà, c'est près de la maison de ceci. Et ces positions sont approximatives, peut-être à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 50 mètres, c'est très approximatif. Donc on ne peut pas travailler avec ce type de données, parce que nous on travaille ici dans l'exemple avec une précision d'alignement qui est de l'ordre de quelques mètres. Donc on doit enlever tous ces monuments, évidemment. Ensuite, voici, il reste des verts et des rouges. Tous les monuments rouges sont des monuments qui a priori existent toujours, mais qui sont en état de ruine. Parfois il ne reste qu'une seule pierre, et parfois ils sont cachés sous la végétation, même pour la plupart, et on les voit pas. Même quand on va sur place, on les voit pas, il faudrait redéfricher, regratter le sol, parce qu'en fait les deux pierres qui restent ont été couchées et ont disparu. Donc les localisations de ces points rouges est un peu plus précise évidemment que les points jaunes, mais elles ne sont pas parfaites. J'en ai vérifié quelques-uns et on peut avoir une erreur jusqu'à au moins 10 mètres sur ce que j'ai pu vérifier. Parfois plus, j'ai vu parfois qu'il y avait une erreur de près de 100 mètres entre les ruines d'un dolmen et la position qui était localisée. Du coup ça, comme j'ai pu le voir, j'ai pu le corriger. Mais donc ces points rouges, ben, c'est pareil, ils sont d'une précision très très limite, et c'est très difficile de travailler avec parce que la position de leur localisation est supérieure à l'incertitude de mesure des monuments alignés. Et donc, il y en a 32 des monuments rouges ici dans la zone qui sont enlevés. Des monuments ruinés, il y en avait 56. Et donc, il nous reste ces monuments-là, en vert. Il y en a une petite quarantaine. En réalité, parfois, comme le Tumulus Saint-Michel, ben, il y a 2 chambres, par exemple. Donc, en fait, c'est un seul et même monument. À Rondosec, c'est pareil, il y a 3 dolmens parallèles côte à côte. Donc, en réalité, c'est un seul site. Pareil, le Manégro, par exemple, le Manébras, pardon, où il y a 4 dolmens rassemblés sur le même site. Et donc voilà ce qui nous reste en réalité. Hein. Il n'y a pas 185 dolmens comme annonce chez les Chéniaux. Pas du tout. Donc l'objectif des gens qui ont fait ce type de critique était simplement, ils espéraient pouvoir rendre caduque le calcul de probabilité, puisqu'évidemment, si j'ai 10 000 dolmens et 4 alignés, ça n'a plus de valeur statistique. Mais comme j'ai qu'une quarantaine de dolmens et 4 alignés avec une précision de quelques mètres, eh bien d'un point de vue statistique, c'est parfaitement significatif. Et je vous parle même pas des distances. Ok? Bien. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. À partir de cette base de données, ici, de tous les dolmens, toujours en place, bien localisés, ruinés, approximativement localisés, et détruits, très mal localisés. En fait, ce que j'ai dit dans le film au début, ce que je cherchais, c'était pas forcément un alignement de dolmen. En fait, je voulais faire un test vraiment statistique, robuste, visant à évaluer si dans un site donné, les dolmens étaient disposés sur les axes cardinaux, c'est-à-dire qu'on en trouvait 2 à 2, du nord au sud, ou d'est en ouest, voilà. C'était ça l'idée, un test simple, voir si éventuellement ils seraient alignés sur le lever de soleil à l'équinoxe, ou sur l'axe nord-sud. C'est pas quelque chose d'infaisable, si vous voulez, hein, c'est quelque chose tout à fait envisageable. Mais qui n'est pas du tout envisagé par les spécialistes archéologues de la région de Nantes, hein, Cassel, Chéniaux et tous ceux qui tournent autour, alors pas du tout. Et on peut le tester d'un point de vue statistique. Et donc j'ai développé pour ça un outil de calcul qui permet de rechercher les relations d'angle et de les comparer avec une simulation aléatoire. On peut en créer 1000, 10 000, 100 000, 1 million si on veut. Alors si j'en mets 1 million, ça va tourner pendant un petit moment les calculs, donc on pourra pas le visualiser facilement, mais on peut comparer ça avec le hasard. Et donc, eh bien, on va chercher les dispositions de monuments d'est en ouest ou nord-sud. Et donc, lorsque je prends tous les monuments, donc ici, là, ce que j'ai inscrit, ce sont tous les monuments détruits, ruinés, toujours en place et en bon état. Quand on fait ce calcul, on va lancer l'analyse pour voir combien de fois il nous trouve des relations d'est en ouest. Alors, il en trouve 37. Voilà, les lignes apparaissent ici. Et d'un point de vue statistique, le hasard en a généré 32. Donc, en fait, ce n'est pas significatif, voyez-vous. On a une p-value de 0,2. Donc, on est vraiment très largement au-dessus des valeurs de probabilité critique. C'est pas significatif. Maintenant, mais il n'empêche qu'on en a plus que le hasard. Hein. Si j'intègre maintenant, si j'enlève les monuments qui sont
détruit dans la position et approximative, qu'on n'a pas une bonne précision. On lance l'analyse. Là, on en trouve 19. La moyenne 11. Et d'un point de vue statistique, on est en dessous du seuil de probabilité critique. On est à 0,02. Donc là, c'est devenu significatif. Donc là, vous comprenez, j'ai supprimé les monuments détruits, dont les coordonnées GPS sont pas bonnes. Et j'ai gardé les monuments toujours en place et les monuments ruinés, dont les localisations sont précises à quelques mètres, 5 à 10 mètres. Et 5 à 10 mètres, ça peut suffire à détecter des alignements est-ouest, nord-sud, parce que ça correspond parfois à la taille du monument. Voyez-vous? D'un monument à l'autre, j'ai mis une précision visuelle de 0,15 degrés, qui correspondrait sur peut-être 1000 mètres, je sais plus la distance, en gros à la taille du monument, et donc c'est justifiable. Ok? Maintenant, donc on a une p-value qui est significative. Maintenant, on va faire avec uniquement les monuments dont on est certain de la localisation. Donc là, on prend uniquement les monuments qui restent en place. On va faire le test. Voilà, il en trouve 10, le hasard en trouve 4. P-value 0,007. Encore plus significatif. Donc ça montre que les monuments mégalithiques ont, pour certains, ont été implantés sur les axes cardinaux, est, ouest, nord, sud. Et là, c'est démontré d'un point de vue statistique, ok? C'est factuel. Ça montre que c'est un paramètre, un critère qui semble avoir compté. Par exemple, pour reprendre mon exemple dans Paris, si je prends les antennes relais, par exemple dans Paris, et que je regarde si elles sont disposées d'est en ouest ou nord-sud sur les axes cardinaux, je prends les mêmes critères, j'ai donc mes antennes, je lance l'analyse, résultat, il en trouve 2. P-value 1. Pas significatif, puisque la simulation aléatoire, on a trouvé encore plus. Voilà, bon, bref. Vous voyez bien que du coup, là, on a... voilà. C'est pas comparable, si vous voulez. Ok? On peut faire la même chose avec les SANIZET, on va pas réussir à trouver des axes est-ouest, nord-sud. Voilà, j'ai fait le test avec les SANIZET, donc effectivement, il nous trouve 283 points alignés, mais il en trouve beaucoup plus par hasard. Donc vous voyez bien que pareil, ce truc-là n'est pas significatif aussi. Ok? Voilà comment on pourrait procéder de manière scientifique pour débunker les choses, quoi. Voici un point que j'ai pas mentionné, qui est important aussi. Dans le film, la distance qu'il y a entre le premier et le troisième dolmen, c'est 2472 mètres. Et j'ai montré récemment dans un bonus que cette mesure était redondante. On l'a retrouvée à plusieurs reprises, en fait, dans l'ensemble des mégalithes entre des dolmens. En fait, on peut la constater 5 fois, cette mesure. Ici, entre les deux premiers, le dolmen 1 et le dolmen 3, et puis on les trouve là, ici, entre Cosquer et Rondosec. On le trouve de nouveau ici, de nouveau là, et aussi entre Rondosec et Crucuno, le quadrilatère de Crucuno. Bon, alors à la limite, Crucuno, c'est un quadrilatère, ne le comptons pas, mais il n'empêche que la mesure est là. Donc on a au moins 5 fois une mesure redondante qui apparaît sur l'ensemble de ces points. Lorsqu'on essaie de tracer toutes les lignes, elles apparaissent 5 fois. Est-ce que c'est statistiquement significatif? Ben on va aller vérifier, parce que pour ça, on a aussi un outil de statistique que voici. Donc on a notre mesure de 2472 mètres. On a en tout 4 fois cette valeur, elle apparaît 4 fois en plus, donc elle apparaît une première fois et ensuite il y en a 4 autres. Donc ça nous fait donc le nombre de valeurs qui apparaissent, c'est 4. La plus petite distance entre deux dolmens, c'est 31 mètres. La plus longue, 13 461 mètres. Et nous avons 1225 mesures possibles. On peut faire une simulation avec 99,8% de précision. Alors pourquoi cette précision-là? Ben, tout simplement parce que ça correspond à plus ou moins 5 mètres, qui correspond globalement à la taille des dolmens. Si je mettais plus que ça, plus ou moins 10 mètres, en fait, on passerait à côté des monuments, donc c'est pas une précision acceptable. En fait, on est plus précis que ça, hein. Honnêtement, on est précis à 0,1%. Mais voilà, je mets ça pour vraiment englober tout le monument. On va faire, mettons, 100 000 simulations aléatoires, et on lance une simulation et on va regarder si c'est significatif ou pas. Donc le programme est en train de tourner, il compare les réalités avec des randomisations aléatoires similaires.
Il nous indique le résultat ici, p-value 0,01, donc résultat significatif. Donc ça veut dire tout simplement que il est très peu probable que nous retrouvions 5 fois par hasard la même mesure, qui je rappelle est la mesure fondamentale qui permet de passer ici, lorsque je multiplie ça par racine de 10, j'obtiens la longueur totale de la ligne. Ok? Donc ça, évidemment, la retrouver 5 fois, c'est tout de même assez curieux. Et la conséquence de ça, c'est que, du coup, les points concernés par ces distances sont des monuments qui peuvent difficilement se retrouver sur la ligne. Donc d'un point de vue statistique, lorsque je veux compter, faire mon test de probabilité, je dois intégrer tous les monuments, mais si des monuments sont disposés ailleurs et qu'on a identifié la raison de leur disposition, on sait qu'ils peuvent pas être là, donc on peut pas les compter dans le calcul statistique par exemple. Alors, on pourrait les exclure, ça serait tout à fait recevable. Et puis si je rajoute ceux qui sont sur les axes cardinaux, d'est en ouest, du nord au sud, c'est pareil, ceux-là aussi, ils sont pas concernés. Ils peuvent pas forcément, ils peuvent s'y retrouver, mais pas tous. Ensuite, si je rajoute les autres alignements, parce qu'il y a d'autres alignements que j'ai pas montrés. Par exemple, ici, là, vous avez un alignement de 5 points. Alors, il manque quelques points en rouge ici que j'ai pas affichés, qui sont les dolmens ruinés, mal localisés. Ici, là, j'ai un alignement de 5 points qu'il faut vérifier. Ici, j'en ai un autre de 4 points. Ici, j'en ai un autre encore de 4 points qu'il faudrait vérifier avec précision. Enfin, les données que j'ai fait que même avec plus ou moins 20 mètres, ils sont significatifs. Donc c'est assez, comment dirais-je, clair que il y a plein de critères qui ont déterminé l'implantation de ces dolmens. Des critères de distance, des critères de disposition cardinale, des critères d'alignement, et d'autres critères qui ont été identifiés par Howard Crowhurst, et que je vais pas développer ici puisqu'il l'a déjà très bien fait. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui nous reste comme monument qui potentiellement pourrait se retrouver sur la ligne? Pas tant que ça, en fait. Au final, il en reste une quinzaine à peu près. Voilà. Donc, quand on fait le calcul statistique, qu'on va donc revenir à l'outil de calcul, j'ai 4 dolmens. A priori, au départ, il en resterait 38 dans le calcul. Et puis, j'ai évidemment la distance entre les monuments qui est un des critères du calcul de probabilité. Donc quand je fais une estimation, j'obtiens une valeur, alors là, en gros, une chance sur 3800 que les 4 points soient alignés, mais avoir 4 points alignés plus les distances qui se répondent d'un point de vue géométrique, ça fait déjà une chance sur 10 millions, quoi, en gros. En gros, une chance sur 10 millions. Mais le problème, c'est ce que l'on a vu, puisque plein de dolmens sont déterminés par d'autres critères, on pourrait en compter une quinzaine environ, ça serait tout à fait recevable. Et si je fais ce calcul-là, en fait, on est à une chance sur, on n'est plus en millions, ici, on va commencer à compter en milliards, une chance sur 76 milliards, par exemple. Voilà. Bon. Ok. Je crois que c'est plié, hein. Je crois qu'il n'y a pas de doute quant au fait que ces monuments ont été implantés en respectant des principes de métrologie, d'arpentage, en se fiant aux axes cardinaux, etc. C'est parfaitement démontrable d'un point de vue statistique et scientifique, quoi. On a tous les outils nécessaires pour le faire. Ok? C'est pour ça que j'ai dit que ce film, les éléments qu'on montre dedans, sont irréfutables. Ils sont irréfutables. On peut essayer d'ergoter à la marge sur des choses, mais la réalité, c'est que les faits sont là. On a une disposition qui relève de quelque chose qui change le paradigme de l'histoire. Je vais terminer donc un petit peu en analysant le commentaire de Cyril Chéniaud, qui est quand même censé être médiateur scientifique au musée de Carnac. Quand même, quand vous voyez ce qu'il écrit en commentaire, il écrit des choses du style comme quoi je serais pas capable d'aller chercher des sources scientifiques et ma seule bible serait les ouvrages et conférences de Howard Crowhurst ou des articles sur Gallica. Franchement, le niveau ici est quand même pas très haut. Et il suffit d'aller voir les références que je publie dans un paquet d'articles pour voir que c'est pas vrai. Mais pourquoi est-ce qu'il écrit ça? Tout simplement parce qu'il est vexé, parce que j'ai dénoncé des mensonges qu'il a racontés. Et je vais vous montrer lequel.
En 1864, les techniques de fouille n'existent pas encore. Pour autant, la relation qui nous est faite de cette première exploration du caveau central du tumulus Saint-Michel est extrêmement précise. Les archéologues donc découvrent au centre du caveau le corps d'un seul individu, allongé. Les objets qui constituent ce viatique extraordinaire ne sont pas directement au contact du corps. Ils sont disposés autour et à distance du corps, dans une forme de mise en scène, puisque certaines des lames de hache sont plantées tranchant vers le ciel. On a l'impression qu'il ne s'agit pas d'une parure individuelle, mais bien d'un trésor que l'on a déposé dans le cadre d'un système de pensée qui nous échappe très largement, malheureusement. Eh bien, ce que raconte ici Cheryl Chéniaud dans ce documentaire est une fake news. Et c'est grave parce que c'est un documentaire qui a été présenté sur France 2, soi-disant science grand format, et avant sa publication, il s'en vantait d'un documentaire scientifique rigoureux. Et il relate quelque chose ici qui est faux. Et le document dont il parle d'ailleurs dans le film, de la Société polymatique du Morbihan, le voici. Et justement, il se trouve que je l'ai un peu épluché, et je l'ai lu, et j'ai étudié. Et on peut y lire pas du tout ce que Cheryl Chéniaud raconte. Pas du tout. Alors, je vais vous montrer ce qu'on y trouve d'important. Voilà, par exemple, à la page 22 de ce rapport. Nous avions pensé d'abord, comme vous, messieurs, que ces fragments étaient simplement des portions de la table externe du crâne, à la surface convexe de laquelle un certain nombre de cheveux s'étaient conservés. Mais maintenant, après examen à la loupe et au microscope, j'ai été obligé de modifier ma première impression, et je vous prie de modifier la vôtre. Ce ne sont pas des fragments de crâne. Plus tard, plus loin, il indique: dans tous les cas, la seule conclusion qu'on peut tirer suivant moi, c'est que ce sont des poils animaux. Et un peu plus loin, par conséquent, il m'est impossible d'admettre le fait avancé par M. Gall comme évident qu'un corps entier avec son enveloppe de chaîne aurait été mis dans ce tombeau. En fait, le premier rapport de fouille de René Gall a été étudié, ce qu'il a ramené a été étudié, il s'en est suivi une discussion, et en fait, ce qui a été trouvé à l'intérieur, c'est pas du tout un corps allongé. C'est un mélange de débris qui ont été passés par le feu, de cendres, quelques fragments osseux, très peu, y compris des fragments osseux d'animaux. Ok? Et des objets qui ont été plantés. Et dans ce rapport, en réalité, il n'est pas du tout prouvé qu'il y avait un corps allongé tel que le décrit Cheryl Chéniaud. Ce qu'on y trouve, c'est les restes visiblement d'un rituel où on a passé par le feu, y compris les haches qui ont été retrouvées. Ensuite, on a mis toutes ces cendres à l'intérieur et on a planté les haches à la verticale. Et je rappelle qu'il y avait des ossements d'animaux. Ok? C'est pas seulement des ossements humains, c'est un mélange. Ok? Et donc on n'est pas dans une sépulture comme on nous présente d'un royaume, etc., avec un grand chef. C'est ce que voudrait nous faire croire Cheryl Chéniaud et d'autres. Et je pense qu'il faut revenir à la base et que ceci n'est pas solidement étayé. Il faut reprendre l'analyse. Si on étudie par exemple le rapport de fouille du Mané-Lude, ça ressemble, mais alors pas du tout à une sépulture. Et tous les grands tumulus dolmens qui ont été découverts et fouillés pour la première fois à cette époque-là montrent la même chose. Parfois, il n'y avait rien, pas le moindre débris osseux à l'intérieur, ni animal, ni humain. C'est le cas du Mané Erwek. Et que tout ce qu'on trouve, ça ressemble à un rituel. Et qui peut être lié certes aux morts, mais à mon avis, pas seulement, parce que pour les anciens, je pense que la mort et la vie, c'est la même chose, et qu'ils célébraient autre chose. Et donc, j'ai dénoncé ce mensonge, en fait, qu'il présentait, et ça l'a énormément vexé, et c'est pour ça qu'il écrit des commentaires comme ça, tout simplement. C'est pas la seule fois où je l'ai vexé, puisque une autre fois, il a fait une vidéo, dans un article, plutôt un post, où il expliquait que les mégalithes n'avaient aucune relation avec l'astronomie en Bretagne, etc., etc. Et en fait, j'ai montré que non, en citant plein de références d'autres scientifiques, évidemment que lui côtoie pas, des scientifiques à l'étranger, mais quelques scientifiques en France qu'il ferait bien de lire aussi, qui ont publié des ouvrages, notamment Luc Laporte, qui avait publié un gros ouvrage sur les mégalithes dans le monde, et à la fin de l'introduction du livre, il est clairement indiqué qu'il est connu que les monuments mégalithiques ont des relations avec l'astronomie, le soleil et la lune. Chose que Cheryl Chéniaud ne voulait pas envisager.
Et pourtant, je n'ai fait que citer des sources qu'il devrait connaître. Et donc c'est pour ça qu'il écrit ça, et il est vexé. C'est quand même assez malheureux pour quelqu'un qui est censé être médiateur scientifique. Et c'est assez inquiétant d'ailleurs, je ne le cache pas, parce que c'est quelqu'un qui considère que Cruqueno, ça n'existe pas, et il apporte aucune preuve. Donc c'est quand même, voilà, moi je dénonce Cyril Chéniaud comme étant incompétent pour le rôle qu'on lui a attribué d'être médiateur scientifique. Pour le reste, je sais pas, mais pour ce rôle-là, il n'est pas compétent pour ça. Alors, pour conclure, bon, je suis désolé si certains archéologues se sentent critiqués ici, mais je vise pas les personnes. Ce que je critique ici, ce sont les paradigmes. Et ici, je ne fais que répondre à des critiques malveillantes et apporter une critique à des consensus qui ne fonctionnent qu'au sein d'une communauté. Parce que cette notion est importante. Les consensus qui fonctionnent au sein d'une communauté, ça nous fait penser à quelque chose que Jean-Pascal Rouby a développé dans une conférence sur l'archéologie interdite. Donc Jean-Pascal Rouby est psychiatre et il expliquait ce que c'était que être fou ensemble. Alors c'est passionnant, je vous invite à aller voir cette conférence qu'on a mis en ligne sur la chaîne YouTube. Et il expliquait, il donnait un exemple. Si par exemple votre condition sociale, votre survie, votre confort dépend d'une personne qui est fou, voilà, paranoïaque, schizophrène, ce que vous voulez, et vous habitez chez lui et vous pouvez pas vous nourrir, vous pouvez pas vous ravitailler et vous dépendez de lui. Voilà. Eh bien, spontanément, euh, vous adoptez son système de pensée, son fonctionnement, parce que vous en dépendez. C'est quasiment un mécanisme inconscient, et cela vous fait dépendre de l'autre. Et s'il est fou, vous allez vous comporter un peu de la même manière, et vous identifier un petit peu à ce fonctionnement, parce que vous en dépendez. Ok? Donc c'est ça la notion d'être fou ensemble. Alors je dis pas que dans la communauté scientifique c'est que des fous, mais c'est simplement pour illustrer le fait qu'au sein d'une communauté qui a un système de pensée et de fonctionnement, pour être à l'intérieur, il faut avoir le même processus, le même système de pensée, les mêmes consensus, les mêmes idées, les mêmes croyances. Et donc, ça n'est qu'un consensus qui ne fonctionne qu'au sein d'une communauté. Voilà, cette parenthèse est faite. Ensuite, je conseille aux personnes sérieuses, qui se disent sérieuses, de pas tomber dans le panneau de ces youtubeurs internautes qui cachent leur identité et qu'on a déjà débunké à plusieurs reprises ces dernières années, parce que les féliciter, les encourager, c'est prendre le risque d'être associé à la médiocrité de leur production, dont le fond de commerce est simplement, par l'intermédiaire de biais, de manipulation, de donner l'illusion que tout peut être obtenu par hasard. Et donc, voilà. Moi, je serais Cyril Chéniaud en tant que médiateur scientifique, je ne prendrais pas le risque de m'associer à ce genre de personnages dont on a démontré qu'ils avaient des pratiques pas du tout rigoureuses, avec des biais, des sélections volontaires pour parvenir à leur fin. Donc voilà. Globalement, ces internautes qui cachent leur identité, hein, qui n'assument pas d'ailleurs leurs propos, hein, ils n'ont pas le courage d'assumer leurs propos et ils cachent leur identité de manière systématique, eh bien ils se plaignent qu'on les bloque sur les réseaux sociaux. C'est assez étonnant. Récemment, il y a quelque temps, je pense à l'année dernière, Fred, sur sa chaîne d'apprentissage, avait dû bloquer un internaute comme ça, qui cache son identité, et qui, en fait, n'est pas du tout là pour discuter. Il était là pour apporter une critique malveillante, pour que tout le monde pense comme lui. Donc au bout d'un moment, Fred, il l'a envoyé bouler. Il a dit, bah, c'est bon, tu dégages de ma chaîne, j'ai plus besoin de toi. Et donc c'est exactement ça. Ce sont des gens qui, la première fois qu'ils mettent un commentaire, en gros, ils vous qualifient de complotistes ou pyramidiaux. Et ils voudraient qu'on discute avec eux. Et en plus de ça, ils sont cagoulés. Donc il faut être sérieux. Je veux dire, on discute pas avec n'importe qui dans ces conditions. Ok? Imaginez dans la rue, il y a un mec qui vient vous voir avec une cagoule qui vous dit ouais, toi t'es un pyramidion ou un complotiste. Très franchement, vous n'allez pas discuter avec lui, quoi. Donc je pense qu'il faut un petit peu qu'ils atterrissent, qu'ils mettent les pieds sur terre. Ils sont pas du tout là pour discuter. Hein. C'est des gens qui sont là parce ils sont là pour défendre leur système de pensée et de croyance, qui est en danger parce que ce qu'on montre vient contredire leurs propres croyances. Et ils sont si fragiles d'un point de vue psycho-affectif que, eh bien, il faut qu'ils se défendent absolument. Ok, c'est une question de fragilité personnelle, c'est pas de notre faute, c'est leur responsabilité, et ils vont se défendre à mort, quoi, parce que c'est vital pour eux, c'est vital, voilà. Et donc ils n'ont pas trop le choix que de se démener pour défendre ce qu'ils considèrent être la vérité. Et d'ailleurs, la notion de vérité, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ce que pense le plus grand nombre? Non,
Non, non, si on lit un petit peu Descartes, il dit par exemple dans un de ses discours que quand une vérité est difficile à découvrir, il est bien plus probable que peu de personnes l'aient découverte. Ça ne veut pas dire que toutes les minorités ont raison, mais ça veut dire qu'il y a des vérités qui ne sont pas dans les consensus. Et c'est une évidence. Donc, généralement, les gens dont on parle là, eux, ils défendent tout le temps les consensus, systématiquement. C'est le grand mouvement de la zététique, défend tout le temps les consensus. Et il n'y a pas besoin de les payer pour ça, généralement. C'est tellement un besoin vital pour eux qu'ils le font. Alors parfois, certains, ça peut arriver. On a vu qu'il y a des scandales où effectivement il y a des financements pour payer ce genre de choses. Mais ça, c'est souvent dans un second temps, c'est qu'ils sont repérés. On a repéré que c'est des gens qui s'investissent à bloc et donc on les booste un peu pour qu'ils puissent continuer leur travail de désinformation. Voilà, et puis on peut ajouter très clairement que les neurosciences et la psychologie sont très clairs. Vous ne pouvez pas discuter avec quelqu'un qui vous qualifie d'emblée de complotiste ou pyramidien. C'est pas possible. Donc faut pas perdre son temps avec ça. De plus, moi j'ai observé que ces gens-là, s'ils pouvaient faire de la censure, ils le feraient. Par exemple, l'année dernière, quand j'ai fait une vidéo pour dénoncer un article vraiment boiteux d'Alexis Seydoux sur le fonctionnement de Google Earth, j'avais mentionné, par exemple, qu'il était allé jusqu'à censurer des informations sur la page Wikipédia, qui sont pourtant d'observations factuelles, mais ça lui plaisait pas, donc il était allé les censurer à plusieurs reprises. Et l'animateur de la chaîne Passé Recomposé, il y a quelques années, s'était associé à un YouTuber pour faire des campagnes de pouces négatifs, c'est-à-dire en gros, ils étaient prêts à payer des campagnes qui mettaient des pouces négatifs sous des vidéos qui ne leur plaisaient pas pour les déréférencer. Et il y a un des deux qui avait témoigné sur une chaîne YouTube de cette pratique, en citant d'ailleurs une des vidéos que j'avais produites. Et effectivement, j'avais vu que ce jour-là, la vidéo, elle avait enregistré en fait un nombre étonnant de pouces négatifs, alors que ce jour-là, il y avait plus que peut-être 20 vues sur la vidéo et 300 pouces négatifs. Et en fait, il y avait une campagne de dénigrement pour déréférencer les vidéos. Et donc ces gens-là, ils sont prêts à aller jusque-là. Donc ça montre à quel point on n'a pas affaire à des gens scientifiques, mais alors pas du tout, mais vraiment à des gens qui sont là pour faire de la censure, pour faire une critique malveillante, pour donner l'illusion qu'ils ont raison, etc., quoi. Et en plus de ça, globalement, ce petit groupe-là, c'est tous des grands fans et adorateurs de Jean-Pierre Adam, qui, je le rappelle, Jean-Pierre Adam disait on ne peut pas revenir sur un acquis scientifique. Alors que quand même, un des fondements de la science, c'est justement le contraire, c'est de pouvoir revenir sur les acquis scientifiques. Il y a, enfin, lorsqu'on a un minimum de connaissances en ce qui concerne la loi de l'évolution, l'apparition de l'homme sur Terre et en Amérique, on a un certain nombre de faits qui constituent ce qu'on appelle l'acquis scientifique sur lequel on ne peut pas revenir, n'est-ce pas? Un morceau de bois est un morceau de bois. Donc vous comprenez pourquoi il est très difficile de discuter avec ces gens-là. J'ai discuté une fois avec Alexis Seydoux, je le connaissais pas, il avait mis quelques commentaires, sans commencer par me traiter de pyramidé ou complotiste, donc pourquoi pas. Mais en fait, il suffit d'avoir discuté une fois avec lui pour avoir compris qu'il n'est pas possible de discuter. Hein, il veut vous convaincre qu'il a raison. Ses arguments sont pas toujours bons, et voire parfois il triche largement sur les informations qu'il tente de partager. Hein, c'est ce qu'on a vu l'année dernière sur son article sur Google Earth qui était totalement bidon. Donc on peut pas vraiment discuter dans ces conditions-là. Et en fait, moi, j'ai pas besoin que eux me croient pour moi avoir mes convictions, ce qui n'est pas leur cas. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.